Tu veux te spécialiser dans les Loxfin? Bienvenue sur Mona Lisa Lux and Business. Nous, on a lancé notre propre marque de Loxfin, Mona Lisa Lux, pensée pour les femmes afro-caribéennes et leur texture. Et aujourd'hui, on te partage tout ce qu'on aurait aimé savoir dès le départ pour que tu gagnes du temps, de l'argent et que tu deviennes une opticienne spécialisée dans les Loxfin qui travaille excellemment et qui vend vraiment. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sensible. L'idée m'est venue après le dernier épisode de podcast que j'ai enregistré où je mentionnais la YouTube Academy. Je me suis dit que ce serait intéressant de revenir dessus, de donner plus d'informations sur ce que j'entends par YouTube Academy. Alors, quand on décide de commencer, de devenir l'opticienne spécialisée dans les Loxfin, ou d'ailleurs même pas spécialisée, mais c'est le même schéma, souvent, il peut y avoir des profils qui sont plutôt autodidactes. Donc, ces personnes qui ont la capacité de pouvoir, observer une technique, pouvoir la retranscrire à leur sauce et s'améliorer au fil du temps, en fonction de simplement quelque chose qu'ils ont observé et qu'ils ont mis en pratique en l'adaptant selon leurs propres besoins. Ça, c'est donc les profils qui sont vraiment autodidactes. Je dirais que leur compétence, leur capacité à travailler extrêmement bien vient surtout du fait qu'elles ont pratiqué énormément et c'est au final du compte, c'est leur expérience qui leur donne ce travail de bonne qualité, en fait. Et dans tout ça, il n'y a absolument rien de mal. Quelqu'un qui est autodidacte n'a pas moins de valeur que quelqu'un qui a appris en choisissant d'aller se former. Il n'y a absolument rien de mal en ça. Par contre, là où ça peut poser problème dans ton schéma, si jamais tu es dans ce cas-là, c'est que au bout d'un moment, tu risques d'être confronté à plus de demandes de tes clientes. Et là, alors ça me fait penser à une opticienne qu'on a rencontrée il y a quelques années. Elle avait déjà son activité depuis 2-3 ans au moment où on l'a rencontrée. Et il se trouve que c'est une autodidacte. C'est une autodidacte. Elle a tout appris en observant, elle a appris en regardant des vidéos YouTube, en s'entraînant sur ses amis, sur sa famille, sur son cercle proche, sur elle-même aussi d'ailleurs. Et elle faisait un travail qui était quand même bon. Pas quand même, son travail était bon. Et elle s'est retrouvée confrontée à une situation à laquelle elle ne s'attendait pas forcément. C'est que forcément, en donnant du travail de qualité à son entourage proche, eh bien son entourage faisait passer un petit peu le mot, c'était du bouche à oreille. En plus de sa communication, eh bien elle s'est retrouvée à avoir beaucoup plus de demandes. Et quand je parle de demandes, je ne parle pas forcément du fait d'avoir plus de clientes qui arrivent, donc qui remplissent son planning, parce que ça, elle était capable de le gérer. Quand je parle de demande, c'est surtout plus de technicité demandée par ses clientes, plus de demandes spécifiques en fonction du résultat qu'elles ont envie d'avoir, en fonction de leurs problématiques avec leurs cheveux. Et ce n'est pas trop surprenant, puisque plus tu communiques, plus tu t'exposes, plus tu pratiques, plus tu as des clientes, et bien plus le spectre dans lequel tu peux toucher du monde s'agrandit. Donc, elle s'est retrouvée dans cette situation. Et là, il y a eu un petit bémol, parce que ses compétences s'arrêtaient principalement à ce qu'elle avait appris sur YouTube et qu'elle avait perfectionné à sa sauce. Mais toutes les demandes réellement techniques, elle n'avait pas ces informations, elle n'avait pas cette compétence-là. Elle s'est retrouvée de cette situation parce que forcément, quand tu regardes une vidéo YouTube, la personne ne va pas te montrer en détail sa petite touche personnelle, sa finition qui fait qu'on arrive au résultat magnifique, souvent que tu vois à la fin de la vidéo. Elle va te montrer les étapes générales en te donnant la perception qu'elle te donne du détail, de quoi observer pour avoir un résultat suffisamment bon. Mais ce n'est pas forcément le cas et il faut comprendre la personne qui fait cette vidéo. Si elle fait un contenu éducatif, particulièrement si elle est coach ou formatrice, ce n'est pas pour que tu puisses prendre ces vidéos et ensuite aller augmenter ta clientèle, gagner de l'argent avec son savoir sans qu'elle ne puisse
rien gagner dessus. À la base, les vidéos sont faites pour te donner envie de vouloir en savoir plus, d'avoir la version globale de sa compétence mise à ta disposition. Donc, quand tu regardes un tuto YouTube ou Instagram, l'objectif, ce n'est pas de te former. L'objectif, c'est de te donner envie d'aller chercher plus loin et d'aller chercher plus loin avec cette personne en achetant sa formation. Donc, revenons à cette opticienne. Ce qui s'est passé, c'est que une fois, quand ses clientes ont commencé à demander plus, ou quand elle a attiré des clientes qui demandaient quelque chose de plus spécifique et de plus technique, elle s'est confrontée à cette difficulté. Et pour pouvoir continuer à offrir la même qualité de service qu'elle prétendait, à laquelle elle prétendait, il fallait qu'elle aille plus loin. Soit elle continuait à se former de la même manière, ce qui voulait dire qu'au fil du temps, elle allait se perfectionner et arriver à son objectif. Ça, je n'en doute pas du tout. Soit elle décidait d'investir dans une formation qui était structurée, qui était pensée spécifiquement pour ces techniques-là, et du coup, elle gagnait du temps, elle gagnait des mois en fait d'observation et de pratique et d'expérimentation. Parce il y a vraiment le facteur temps et le facteur argent. Si tu choisis d'opter pour l'option gratuite de YouTube ou une quelconque autre plateforme, ce sera du contenu qui sera gratuit. Mais par contre, quand ton perfectionnement, l'ajustement et la précision des techniques, ça viendra avec le temps. Si tu choisis de payer pour ta formation, ton perfectionnement, ton ajustement, l'apprentissage des techniques, tout ça, tu le fais dans le cadre de la formation. Donc, tu vas plus vite parce que tu apprends d'une personne qui a déjà des années d'expérience et qui donc te fait gagner du temps. C'est deux notions qu'il faut vraiment garder en tête. Et je comprends qu'au départ, quand tu lances ton activité, le facteur argent est plus important que le facteur temps. C'est-à-dire que tu as plus de temps disponible que tu n'as d'argent à investir pour pouvoir te former. Mais au fur et à mesure que tu crées du chiffre d'affaires, que tu as grandi ta clientèle, tu dois anticiper ce moment où il faudra que tu passes à l'étape supérieure. Ce moment où tu devras investir pour fournir un travail premium. Quand tes clientes sont prêtes à payer un certain prix pour leurs cheveux, toi, tu as la responsabilité de leur donner la qualité de service, la qualité de travail pour la somme qu'elles ont payée. C'est une question de confiance. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il te faut aller vers n'importe qui pour te former. Pour pouvoir choisir une bonne formation, si tu es dans cette optique-là, il faut quand même garder en tête quelques points clés à observer pour pouvoir choisir là où tu vas aller. Il y a déjà la qualité du contenu qui t'est proposé. La première question à te poser, ce serait « Qu'est-ce que cette formation va m'apprendre ?» Par exemple, c'est totalement inutile d'aller apprendre comment faire des locks avec des extensions si à la base, dans ta vision, dans ton business, tu n'as pas cette demande, dans ta vision des choses, tu ne crois pas aux extensions de locks, ce n'est pas ce que tu veux véhiculer comme message. Et surtout, c'est une technique qui ne t'intéresse pas. Donc, regarde le programme en détail. Est-ce qu'il couvre toutes les techniques qui te sont nécessaires à toi? Fais attention aux formations qui te promettent des miracles en 2 jours. Parce qu'on ne peut pas devenir experte en lock spin en un week-end. Une bonne formation te donne le temps d'intégrer chaque concept sur la durée. Alors, on reviendra sur cette histoire de durée tout à l'heure. L'autre point que tu dois garder en tête, que tu dois observer, c'est ton formateur ou ta formatrice. En général, ce sont des femmes, donc on va partir sur la formatrice. Renseigne-toi sur la personne qui va te former. Combien d'expérience elle a? Quelle est son expérience déjà? Est-ce qu'elle a déjà formé d'autres personnes dans son domaine? Et est-ce que tu arrives à trouver des témoignages à son sujet? Tu peux participer, si possible, à un de ces ateliers, ou bien peut-être que le plus simple, c'est de discuter avec cette personne également, tout simplement, et de lui poser des questions en direct. Et il faut aussi faire confiance à notre instinct. Tu arriveras sans doute à comprendre si cette personne, tu peux lui faire confiance, tu peux faire confiance à ses compétences en fonction du discours qu'elle va te tenir. Alors, maintenant, on va aborder la question de la durée de la formation. Alors, quand je parle de durée, j'entends bien la durée de la formation et la durée après la formation. Les formations qui te proposent de faire
la gestion des réseaux sociaux, la gestion de ton entreprise, l'apprentissage de la coiffure sur les locks et l'apprentissage des techniques de locks et tout ça en 2 jours, ça veut dire qu'à un moment, quelque chose sera bâclé. C'est comme quand tu vas dans un restaurant qui est plutôt généraliste et qui te propose de la nourriture chinoise, indienne, italienne, antillaise, tout ça au même endroit avec une carte qui fait 3 pages. À un moment, il y a quelque chose sur lequel tu peux pas être au top. Ça fait un petit peu écho à l'épisode sur la spécialisation que j'ai sorti. On ne peut pas être bon partout. À un moment, il faut se focaliser pour pouvoir offrir de la qualité sur ce qu'on propose, sur le travail qu'on offre. Quand tu vas observer la durée de la formation, fais attention au temps qui est accordé à l'apprentissage des techniques. Est-ce qu'on te donne suffisamment de temps pour pouvoir apprendre et maîtriser une technique avant de passer à une autre? Est-ce qu'on te donne suffisamment de temps pour pratiquer ces techniques? Parce que apprendre une technique et la maîtriser, c'est quelque chose qui peut prendre un certain temps, en moyenne entre 1 et 2 heures en fonction des personnes. Mais la maîtriser ne veut pas dire que tu sauras l'appliquer dans la majorité des situations. Donc, quand j'entends pratique, j'entends bien, est-ce que tu as suffisamment de temps et des heures, pas juste 5-10 minutes, pour pouvoir pratiquer ça et finalement la maîtriser totalement. Une bonne formation, selon moi, c'est celle qui va te permettre de prendre le temps de t'attarder sur chaque aspect, avec des sessions qui sont bien organisées et qui sont suffisamment longues pour que tu puisses te concentrer, faire tes erreurs, être corrigé, réessayer et maîtriser. Donc, garde en tête que la maîtrise des docs, ça demande du temps, ça demande de la pratique. Si ta formation est sur 2 jours, il y a peu de chances que tu puisses réussir à rentrer dans le détail des choses. Donc, on fait attention à ces promesses de tout en heure, en temps record. Une bonne formation ne se fait pas dans la vitesse. Je reviens quand même sur la pratique, le temps de pratique que tu es censé avoir. Alors, non seulement le temps que tu vas passer dessus est important, mais le support sur lequel tu vas travailler a toute son importance. Majoritairement, dans les formations générales, ce sont des têtes de mannequins qu'on met à ta disposition pour pratiquer. C'est aussi ce qu'on fait dans nos formations, donc je ne vais pas cracher dessus, absolument pas. C'est une étape c'est pratique. Je ne sais pas que c'est obligatoire, mais ouais, c'est pratique. Donc, nous, on commence par ça. On vous apprend la technique sur une tête de mannequin. Si tu dois faire des erreurs, c'est vraiment là qu'il faut les faire. On te laisse du temps pour pratiquer sur ces têtes, pour faire tes erreurs. Quasiment 2 heures de temps. Donc, tu en as le temps de faire des erreurs, de nous appeler, de les rectifier. Par contre, une fois qu'on a passé ce stade-là, le stade où tu tâtonnes, où tu apprends, il faut passer à l'étape d'après, celle où tu te perfectionnes. Et là, ça ne peut pas se faire sur des têtes de mannequins. Ça doit se faire sur des modèles vrais, des cheveux avec leur texture, le cuir chevelu sensible, avec les alopécies, avec toutes les situations que tu risques de rencontrer dans la vraie vie. Les expériences qui sont réelles, ça te pousse à réfléchir, à t'adapter, à trouver des solutions en direct, des solutions que tu auras déjà vues donc en formation. Et si tu es confronté à ça dans la vraie vie avec tes clientes, tu sauras gérer. Il faut quand même garder en tête que si tu es dans cette situation où tu n'as pas vu certains points en formation, arrivé devant ta cliente, tu seras un peu en mode panique. Et là encore, la notion d'accompagnement en revient, parce que si tu choisis une formation qui te permet d'être accompagné pendant les semaines ou les mois qui suivent, eh bien, tu auras la possibilité d'appeler ta formatrice et de lui poser des questions, que ce soit avant ou après ou même pendant. Par contre, si tu l'appelles pendant que tu es avec ta cliente, ça la fout mal un peu. Ça casse la confiance que ta cliente peut avoir en toi parce qu'elle va se dire, mais elle n'est pas totalement compétente, est-ce que je lui fais confiance, est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller voir quelqu'un d'autre? Donc ça la fout mal. Il vaut vraiment mieux qu'on voit ces situations en amont ensemble, quitte à ce que tu ajustes après, quitte à ce que tu ajustes en fonction de ce qui se présente à toi, mais en tout cas, globalement, tu sais comment réagir. En plus de ça, plus tu pratiques sur de vrais modèles, et bien plus tu augmentes ta confiance en toi. Tu gagnes en travaillant sur de vrais cheveux, et ça, c'est vraiment incomparable. Quand tu passes ensuite à ta première cliente, ce sentiment de peur, cette appréhension, eh bien, elle est moindre. Je ne dirais pas qu'elle disparaît, parce que ce n'est pas le cas. La première cliente qu'on fait, c'est souvent un petit moment de panique. D'ailleurs, il y a
Il y a certaines spécialistes qui hésitent des fois à accepter leur première cliente parce qu'ils ont peur de mal faire, ils ont peur de prendre beaucoup trop de temps, d'avoir mal estimé le temps donné à leur royal. Donc, on reviendra sur ce sujet-là, mais la première cliente, c'est toujours quelque chose. D'ailleurs, c'est encore pour ça que ton accompagnement est primordial quand tu as une formation. Tes formatrices doivent pouvoir t'aiguiller pour ta première cliente. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu l'accueilles? Quels sont les problèmes que tu risques de rencontrer? Quelles sont les choses que tu dois dire ou ne pas dire? Et surtout, demande-toi s'il y aura une communauté pour t'aider. Est-ce que tu vas te retrouver seul ou dans un groupe WhatsApp où personne ne parle? Est-ce qu'il y aura vraiment un endroit safe où tu pourras poser tes questions? S'il n'y a pas de communauté, est-ce qu'il y a un endroit safe où tu peux poser des questions et où on te répondra? Pour résumer, je dirais que la YouTube Academy, ce n'est pas la pire. Être autodidacte, il n'y a aucun problème dans ça. Expérimenter, s'améliorer, là aussi, il n'y a aucun souci. Toutefois, ça dépend de tes objectifs. Si au début de ton business, tu en es plus à tâtonner et tu ne sais pas encore comment te lancer, tu n'as pas encore de budget, ok, ça fonctionne. Mais du coup, ça te prendra plus de temps pour arriver au niveau de compétences qui te permettra vraiment d'upscaler ton business, de le mettre à un niveau plus élevé. Par contre, si tu as le budget pour pouvoir te former, fais-le sans hésitation. Fais juste attention à comment tu choisis ta formation, qui tu choisis. Pas la formule tout compris où on te vend une espèce de package avec cette illusion, je ne vais pas dire cette illusion, cette impression que tu auras tout, tu auras extrêmement tous les éléments pour maîtriser et pour lancer ton business après ces 2-3 jours de formation. Choisis plutôt une formation qui te permette, comme nous, de lancer, de pouvoir apprendre une technique, avoir le temps de la pratiquer sur des mannequins, faire tes erreurs, pratiquer sur de vrais modèles pour être en lien direct avec des problématiques que tu risques de rencontrer et qui te proposent un accompagnement après. Et j'insiste vraiment sur ce point parce que Lisa et moi, on a été formés par la même personne à quelques années d'intervalle. Et on a toutes les deux eu exactement le ressenti. Une fois qu'on a payé notre formation et qu'on en est sorti, et bien on nous a lâchés dans la nature. On était complètement lâchés dans la nature. On n'a plus jamais entendu parler de notre formatrice. Elle n'a jamais répondu au mail ni au WhatsApp, à rien du tout. C'était comme si ce qui l'intéressait, c'était juste de vendre sa formation. Pas forcément la qualité de ce qui était fait derrière ou comment nous, on s'en sortait. Parce que vu son expérience, ça aurait été totalement bénéfique pour nous d'avoir son retour. Mais non, on a plutôt été lâchés dans la nature, comme je l'ai dit. Donc, n'oublie pas, commencer en autodidacte, c'est une étape, et il n'y a rien de mal de ça. Mais pour vraiment exceller, te démarquer, il te faut une formation qui soit structurée, une formation technique et un accompagnement. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu ou si ça t'a fait réfléchir, alors abonne-toi à mon Liza Loves in Business. Et si tu veux nous aider à faire rayonner cette vision de l'extrême, laisse-nous 5 étoiles et un avis. C'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça change tout. Et ça permet à d'autres femmes comme toi de découvrir ce podcast. Je te dis à bientôt. On se retrouve dans le prochain épisode.